Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens. Le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre, ça te dirait de sauter de 5 étages avec nous ? Ouais, t'inquiète, tu seras préparé et puis un gros matelas douillet t'attend en bas. Clairement, si tu fais partie comme moi de la team #trouillard et je peux pas, j'ai le vertige, pas de souci. Juste, je te propose un truc, tu branches ton casque et puis tu nous rejoins. Parce que cette semaine, j'ai interviewé Louis-Marc Marty, qui est cascadeur de métier. Pour te dire, il a côtoyé les plus grands et notamment Rémi Julienne. Il est aussi fondateur de l'école Action Training Production. C'est la première école de cascade au monde. Énorme. Alors avec ses deux acolytes, Samir et Nolan, on va vraiment décortiquer en long et en large et en travers le métier de dingo de cascadeur. Alors si tu penses que pour exercer ce métier, il faut avoir une tête brûlée et puis vouer une adoration pour l'adrénaline, tu es complètement à côté de la plaque. Non, parce qu'on va surtout parler de courage, de volonté, de motivation et de précision. Parce que le cascadeur, il est avant tout un gestionnaire de risque, mais aussi un technicien de haut vol. C'est aussi le métier où l'humilité est la première des qualités. Tu vois, celle qui sauve d'un ego surdimensionné qui va te pousser à franchir des frontières dangereuses. Et puis aussi, il a une qualité qui nous rappelle à chaque fois que c'est un métier d'ombre, dont l'objectif est d'être au service du spectacle, de l'émotion et de la mise en valeur du comédien. Bref, tel un magicien, si on t'oublie, si tu es transparent, c'est que tu fais bien ton job. Louis-Marc, Samir, Nolan, merci pour cette interview à 4, le premier. Merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout de l'esprit d'équipe qui vous est si important. À vous tous qui avez le casque sur les oreilles, je vous souhaite vraiment une très belle écoute. Et surtout, si l'épisode te plaît, n'oublie pas le commentaire sur ta plateforme de podcast. C'est Spotify, Apple, YouTube pour ne citer que. Et puis bien sûr, je le répète jamais assez, le bouche à oreille. Voilà, parle de nous s'il te plaît, parle de cet épisode, de ce super métier à tous ceux qui, comme toi, sont des curieux de la vie et adorent découvrir des gens un peu différents. Et dis-leur de venir constater avec nous que la diversité qui nous entoure, elle est plutôt canon. Allez, c'est parti. Bonjour Louis-Marc. Bonjour Julie. Et Nolan et Samir, les deux surprises de l'interview. Je suis ravie de vous avoir tous les trois. Alors, Louis-Marc, t'as été cascadeur pour le cinéma. T'as tourné dans plusieurs films. Je vais pas tous les citer. J'en ai retenu 2. C'est Samouraï, Le Bac des loups, mais il y en a vachement d'autres. Et puis, il y a des séries télé. Enfin, il y a plein de supports différents. Et tu es à l'origine, de la création de l'école Action Training Production, qui est donc la première école de cascade qui a été créée en Europe, je crois, en 86, si je ne me trompe pas. Tu peux même dire dans le monde. Nous avons été la première école de cascade du monde, sans savoir qu'au même moment où nous étions en train de créer l'école, il y avait un Américain qui peut-être 6 mois plus tard a créé son école aussi. Donc on était les 2 premières écoles de cascade au monde. Et en plus, après lui, je pense qu'il a fait autre chose et maintenant il est sur encore d'autres choses. Et nous, on a continué. Donc, et ce qui fait qu'avec le temps, nous sommes devenus. Alors, ce sont les journalistes qui nous ont affublés de ce sobriquet. Nous sommes devenus la plus grande, la meilleure école de cascade du monde et la plus prestigieuse également. Après toutes les recherches sur les 400 ou 500 écoles de cascade qui existent dans le monde, c'est nous qui avons été, en tout cas, recrutés et donc surtout qui avons été désignés comme la meilleure école du monde. Voilà. Ça va, c'est classe. Et puis on n'est pas du tout chauvin, donc on est très content. Oui, pour une fois. Ouais, c'est très cool, surtout dans l'univers du cinéma. Mais enfin, on n'est pas trop nul, en France, quoi. Alors, vous trois, un grand merci de nous accorder du temps pour parler de ce métier qui est, alors franchement de mon côté, incroyablement flippant. J'ai vu des vidéos, jamais de ma vie je fais un stage. Mais évidemment, il a l'air bien, bien magique, ce métier. Pour démarrer, Louis-Marc, moi je voudrais te poser la question, c'est de revenir quelques temps en arrière, il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand tu étais petit. J'aime bien toujours poser cette question-là à mes invités, mais Nolan et Samir, sentez-vous libres d'y répondre aussi. Vous étiez comment quand vous étiez petit et quel métier vous rêviez de faire ? Est-ce que ça avait un lien avec le métier que vous exercez aujourd'hui ? Alors moi, pour ma part, j'ai commencé très très tôt à faire des bêtises. Donc je suis un enfant qui vient d'un autre pays, donc on était immigrés quand on est arrivé en France.
C'était pendant la guerre d'Algérie, etc. Donc, moi, je suis d'une famille italienne, d'une famille corse, voilà. Donc, on est vraiment très, je dirais, méditerranéen chez nous, très latin. Et donc, évidemment, quand je suis arrivé en France, j'avais un accent. Donc, on me disait retourne dans ton pays. Alors, moi, mon pays, c'est la France. Donc, faut le savoir. Et évidemment, quand on a un accent, je disais pas jaune, je disais jaune, pas rose, je disais rose. Et donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter à ça. Donc, tout de suite après la guerre d'Algérie, évidemment, lorsque je suis arrivé, il fallait que, comme j'étais l'aîné d'une famille italienne, il fallait que je veille sur mes petits frères. Et à partir de ce moment-là, il fallait aussi que je corresponde aux valeurs traditionnelles, valeurs humaines, l'honneur, le respect de la parole donnée, etc., etc. Donc très tôt, j'étais obligé de me défendre. Donc ma mère m'a mis aux arts martiaux très tôt parce que je me battais tous les jours. Et donc évidemment, on pouvait pas laisser passer certaines choses. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé dans le monde du cinéma. Et moi, ma première idée lorsque j'étais petit, c'était de vouloir devenir détective, parce qu'il y avait une série télé à l'époque qui s'appelait Manix. Et quand je regardais Manix, pour moi, c'était le top du top. C'est-à-dire qu'il avait des belles voitures, il avait toujours des armes à feu sur lui, et il avait toujours les plus jolies femmes autour de lui. Je dis, c'est bien détective finalement. Voilà ce que je voulais dans mon idée, c'était ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai connu les arts martiaux, les compétitions, le sport de haut niveau, l'armée, et puis de là, donc j'ai un lourd passé militaire. Et puis de là, donc je devais rentrer dans la police directement à l'époque à la 2e BT, avant de passer dans ce qu'on appelait à l'époque la brigade anti-gang. Et puis quand je suis sorti de l'armée, j'avais eu une telle aversion pour l'uniforme, etc., que j'ai décidé de laisser tomber. Mais malgré tout ça, je décide quand même de rentrer à l'école de police. À l'époque, j'habitais dans le 17e à Villiers. Je décide donc d'amener mon dossier à l'école de police, à la cité à l'époque. Et au moment où je mets la clé dans la porte pour sortir, pour aller m'inscrire donc à la cité pour rentrer à l'école de police, j'ai le téléphone qui sonne et c'est l'agence qui m'appelle en me disant t'as un casting. J'ai immédiatement posé mon dossier, je suis allé au casting et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, c'est énorme, c'est vraiment les rencontres, c'est les moments magiques, ça marche. Et du coup, toi, Nolan ? Alors, pour ma part, quand j'étais jeune, j'étais plutôt aventurier, donc je faisais pas mal de bêtises aussi avec mon frère. J'aimais bien tester un peu tout, partir un peu à l'aventure. Et puis c'est vrai que ce qui m'a amené à la cascade, c'est aussi la passion pour les films d'action. Je regardais beaucoup. Moi, je suis né en 88, donc les films et de pères américains. Je regardais beaucoup de films d'action américains. Donc tout ce qui est Schwarzenegger, Stallone et Rambo, etc. Donc déjà tout petit, j'étais bercé là-dedans. Et donc c'est vrai que j'ai toujours aimé ce côté-là. Même avec mon frère, quand on était petit, on se faisait des films avec la caméra, etc. On se mettait déjà en scène. Et puis par la suite, c'est arrivé un peu par hasard. En voyant des articles dans le journal sur le métier de cascadeur, j'ai découvert Action Training Production. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Je cherchais un peu ma voie à ce moment-là. Donc j'ai tenté ma chance et donc j'ai contacté Louis Marc. Et après, les choses se sont faites petit à petit. Donc je suis rentré dans la formation, j'avais 17 ans. Maintenant, j'ai 33 ans. Et puis entre-temps, je me suis formé, puisque j'étais pas du tout formé aux arts martiaux, ni à tout ce qu'on fait maintenant. Depuis, j'ai passé des formations d'artificier, des formations sur tout ce qui concerne le câblage, la descente en rappel. Enfin voilà, c'est vraiment très complet. Et je continue d'apprendre sans arrêt, quoi. Donc voilà, je vis pleinement ma passion. Samir, tu veux nous dire un peu ton parcours aussi ? Alors moi, quand j'étais petit, je souhaitais devenir écrivain, mais j'étais vite rattrapé par le cinéma. Donc pareil, j'étais un passionné de films d'action et notamment de films d'arts martiaux, ceux de Bruce Lee, Jackie Chan et d'autres. Et ensuite, c'est vrai qu'un peu plus tard, un peu comme Nolan, par hasard, j'ai découvert qu'il y avait une école de cascade. Donc à ce moment-là, j'ai tenté ma chance et depuis donc j'ai été formé et ensuite j'ai intégré donc la société Action Training Production. Aujourd'hui, je suis cascadeur et je fais aussi de la direction de production de cascade. Ok, bon ça c'est super parce qu'on va pouvoir voir les métiers que tu peux exercer à la sortie de l'école. Je reviens sur toi, Marc. Toi, tu n'as pas découvert l'école puisque c'est toi qui l'as créée, donc elle n'existait pas. Donc moi, ce que je voudrais juste voir, c'est à quel moment, donc tu disais tout à l'heure, on t'a appelé pour un casting. Est-ce que c'était un casting de cascade déjà ou c'était un casting pour être comédien ? Tu vois, je voudrais juste voir à quel moment, toi, tu as découvert ce métier et tu t'es dit,
C'est possible de l'exercer en tant que métier? Alors, en fait, c'est très simple. J'étais inscrit donc dans ces agences. Il y avait beaucoup d'agences qui étaient des agences de casting, mais pour la publicité. Donc, j'ai fait des pubs comme Zest, et puis beaucoup d'autres, beaucoup de marques. Je ne vais pas citer toutes les marques pour lesquelles j'ai travaillé, mais voilà, c'était cette agence était spécifique, une agence de casting publicité. Donc après, ils cherchaient beaucoup de sportifs, beaucoup de gens comme ça. Donc c'était dans musculation, arts martiaux, etc. Puis on faisait des pubs en kimono, on faisait plein de choses comme ça. Et puis aussi petit à petit, j'ai commencé à faire des films. On m'a appelé pour souvent régler des combats. J'ai été remarqué lors d'un espèce de manifestation sportive pour le marathon de Paris. Là encore, c'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses dans le sens où je devais pas faire ce marathon de Paris, et il y a un des professeurs qui devait le faire qui est tombé malade. Donc, j'ai un de mes maîtres de l'époque qui me dit, écoute, Louis-Marc, est-ce que tu peux nous faire un truc en 2 jours? Je dis, attends, 2 jours, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donc, ils avaient prévu un ring, etc. Et il y avait absolument rien qui correspondait à ce qu'on pouvait faire. Comme un de mes maîtres me dit, écoute, comme je sais que tu travailles avec Maître Chinen, avec plein d'autres maîtres, t'es très spécialisé dans les couteaux, les sai, les tonfa, nunchaku, Manriki Kusari et plein d'autres. Tu vas nous faire un truc comme ça. Donc, je réunis quelques-uns de mes élèves le vendredi soir. On travaille jusqu'au samedi matin. Puis le samedi après-midi, on était prêts pour ça. Voilà, et le dimanche aussi. Et donc, il y a un jour, je fais cette manifestation. Enfin, je fais justement pour le marathon de Paris, c'était une halte en fait qu'il y avait. Et ils ont profité pour faire une petite animation. Moi, je fais ma démonstration, et puis à la fin de ma démonstration, j'ai une personne qui vient me voir, qui me donne sa carte, qui me dit voilà, je suis réalisateur, je suis en train de préparer une série télé qui s'appelle Fortuna Major, et j'aimerais que tu t'occupes de mes cascades. Je prends la carte, j'étais vraiment dans le sport, moi à ce moment-là, je m'en foutais un peu de tout ça. Et j'étais déjà en train de penser au prochain combat que j'allais faire, etc. Donc c'était vraiment ma priorité absolue. Et je fais tout ce que j'ai à faire, et puis un jour je décide de rentrer je mets ça sur mon bureau, et 3-4 mois plus tard je décide de faire du rangement de mon bureau, et puis en rangeant je retombe sur la carte et je dis tiens, je vais appeler, on sait jamais. Et j'appelle, il me dit mais on te cherchait partout, comment on fait pour te trouver, c'est pénible, tu fais partie d'aucune agence, etc. Bon, j'écoute, maintenant je suis là, comment on fait? Mais il vient me voir. Donc, je vais le voir, et puis il m'explique qu'il veut que je m'occupe de toutes ces cascades. Et moi, je dis, écoute, moi, je suis un combattant, je suis pratiquant en arts martiaux, je suis spécialisé effectivement dans les armes, mais j'ai jamais fait de cascade de ma vie. Je sais pas ce que c'est, moi, faire des cascades. Si tu me dis, il y a un adversaire, faut le détruire, ok. Maintenant, le faire pour de faux, je sais pas. Il me dit, écoute, c'est pas grave, on va le faire quand même. Je dis, bon, écoute, si tu veux, t'as quoi? T'as des cascadeurs, t'as des comédiens. C'est quoi un cascadeur? Déjà, je sais pas ce que c'est. Moi, j'avais Rémi Julienne dans la tête, qui avait fait tous ses premiers films, etc. Bon, bref. C'était pas ça pour moi, un cascadeur. C'était quelqu'un qui faisait, que tout ce qui est voiture, moto, explosion. C'était ça pour moi, un cascadeur. C'était pas autre chose. Et après, c'est vrai que j'ai appris qu'il y avait des cascadeurs comme, Delorme, je crois que c'est Guy Delorme qui s'appelait, qui faisait tous les Jean Marais, les KPDP, etc. Bon, après, c'était pour moi des gens qui pratiquaient de l'escrime et qui en faisaient quelque chose de artistique, on va dire. Et donc, quand je suis arrivé, je vois des cascadeurs, mais pour moi, c'était, je les voyais un peu rondouillards, qui fumaient leur clope avant de commencer, qui buvaient de la bière. Je dis, mais c'est ça un cascadeur? Je dis, tu veux que moi je fasse tes cascades? Ok, mais je vais le faire à ma manière, si ça t'intéresse. Donc déjà, ces mecs-là, je les veux le soir parce que je veux tester vraiment leur résistance. Et quand je les ai testés, c'était toute la nuit. J'ai dit, on va faire les combats toute la nuit. Et là, j'ai amené couteau, hache, nunchaku, etc. Quand ils m'ont vu, ils ont dit, c'est quoi ce fou furieux là? Et donc, je les ai fait souffrir toute la nuit. Et sur le groupe de 30 ou 40 soi-disant cascadeurs, soi-disant combattants, qui se sont mis à s'essouffler au bout de 2 heures, ils n'en pouvaient plus, ils ont pris soit leur voiture, soit leur moto, sont rentrés. Il en restait une dizaine. Sur la dizaine, il en est resté plus que 2 ou 3. Et donc, ils ont été ceux-là sélectionnés pour cette fameuse série télévisée. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai appris aussi que, premièrement, dans ce métier, il faut avoir de l'humilité. Quand on commence à avoir la grosse tête, on fait du n'importe quoi et on veut montrer aux autres qu'on sait faire. Et c'est à ce moment-là que non seulement on met les autres en danger, mais on se met aussi en danger. Mais j'ai aussi appris que dans ce métier, en dehors de l'orgueil, de l'amour-propre, il faut inverser tout ça. Donc cette humilité, elle est très importante, justement pour bien apprendre. Et on apprend
sans arrêt. Moi, j'ai 64 ans aujourd'hui. Ça fait 40 ans que je fais mon métier et je continue encore à apprendre tous les jours. Et c'est ça qui est important, avoir cette humilité, cette ouverture d'esprit. Donc, ce premier film, est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis, mais cascadeur, c'est un métier? Parce que je me pose la question de savoir à quel moment on s'est dit que dans le cinéma, il y avait un métier qui s'appelait le cascadeur. Je pense pas que de tous les temps, il y avait ce métier qui existait. Il y a quand même pas mal d'acteurs à une certaine époque. Et d'ailleurs, je crois que tu l'évoques dans un des reportages chez Buster Keaton, qui réalisait tout lui-même. Oui. Donc j'imagine est-ce que c'était le choix des acteurs, un peu comme Belmondo ou d'autres, qui réalisaient toutes leurs cascades, ou est-ce que c'était qu'à une époque dans l'industrie du cinéma, ça n'existait pas ce métier en tant que tel? Absolument. En fait, ce métier à l'époque, c'était vraiment à l'époque de Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin et bien d'autres. Gene Kelly, mais ça c'est beaucoup plus tard. Après, faisaient eux-mêmes leurs propres cascades. Et donc, il n'y avait pas de méthode, il n'y avait pas de technique, etc. Chacun se débrouillait un petit peu comme il pouvait. Harold Lloyd, Buster Keaton, c'était des gens qui étaient déjà des gymnastes, donc ils avaient plus de facilité que les autres à se mouvoir avec leur corps. Et moi, il est vrai que quand je regardais à l'époque, je sais pas si tu te souviens, et tu es encore jeune, donc peut-être que tu les as pas vus, plus jeune que moi en tout cas. Il y avait je me souviens, nous on se couchait toujours après Bonne Nuit les Petits, Pimprenel et Nicolas, donc le marchand de sable qui passe, mais juste le dimanche, il y avait une émission, c'est un truc qui s'appelait Histoire sans parole. Donc Histoire sans parole, c'était sur les films muets où on voyait Charlie Chaplin, on voyait Buster Keaton, Harold Lloyd, etc., qui faisaient toutes leurs acrobaties. Moi, j'étais là comme un fou, je regardais ça, je disais c'est fantastique ce qu'ils faisaient. J'avais 6 ans et demi, 7 ans. Et donc, beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à faire le métier de cascadeur, je cherchais à me documenter, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, aujourd'hui, on appuie sur un bouton, on arrive à l'autre bout du monde. Là, nous, il fallait qu'on se renseigne et qu'on aille voir et qu'on se déplace, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire mes recherches. Donc, je suis allé à la Cinémathèque, je suis allé partout pour voir des microfilms de choses qui n'existaient pas. Il y avait beaucoup plus tard René Château qui faisait donc tous les films de Bruce Lee, etc. Donc j'ai fait une très très longue recherche pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait une chute de hauteur, une chute d'escalier. Moi je faisais une chute d'escalier en tant que judoka, pour moi c'était simple. Pour moi. Mais quand j'ai voulu la montrer à quelqu'un d'autre, c'était pas la même limonade. Il fallait vraiment que je commence à dire, tiens, il y a une question de biomécanique, de proprioception, etc. Donc, il a fallu que je fasse des recherches. Donc, petit à petit, ça m'a amené à créer quelque chose qui n'existait pas. Et donc, c'est comme ça que mon école est arrivée. Mais avant cela, j'ai pu aussi comprendre que beaucoup de comédiens faisaient eux-mêmes leurs propres cascades. Par exemple, pour les torches humaines, pour plein de choses comme ça. J'ai vu un très vieux film qui s'appelle Johnny Guitar. On voit l'actrice principale quand même qui a pris un risque énorme, qui se fait brûler sa robe. Les robes du 19e siècle, etc. C'était quand même des robes avec des jabots, des choses comme ça. Donc plein de choses en dentelle et autres, extrêmement inflammables. Et dans la scène, il y a du feu dans la maison et sa robe commence à prendre feu. Et là, c'est un plan séquence large. Et là, on voit effectivement l'actrice qui vient volontairement faire brûler sa robe, et ensuite elle brûle sa robe. Et elle prend vite, très très vite, elle prend feu. Et on voit l'acteur principal qui vient l'aider pour éteindre sa robe, mais il est continuellement dans son rôle, il continue à jouer le rôle de celui qui vient éteindre le feu, mais le feu prend vraiment. Donc il déchire la robe, c'est un truc énorme. Nous, si on avait dû le faire en tant que cascadeur, on aurait tout préparé, tout réglé, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc tout ça s'est fait avec le temps, et les comédiens prenaient eux-mêmes les propres risques. Et on a des exemples tragiques où des acteurs et des actrices se sont fait brûler réellement, ils ont été défigurés. Donc, petit à petit, on s'est dit, mais c'est plus possible, il faut des action men, il faut des gens qui soient spécialisés dans l'action. Alors après, ça a été par rapport à la Première Guerre mondiale, 14-18, donc ils ont pris tous les gens qui étaient des pilotes d'avions qui commençaient après la guerre à faire des shows avec les avions, et puis ainsi de suite après pour autre chose, et puis après pour tout ce qui est mécanique, Fanjo, qui ont dit tiens c'est Fanjo, mais Fanjo, faut savoir que c'était avant tout un champion de sport mécanique. Ils sont allés chercher en fait dans d'autres disciplines des gens qui pouvaient intégrer le cinéma en fonction de leur expertise, c'est ça ? Ok. J'ai une question vraiment sur la partie du métier en proprement parler. Si tu veux exercer ce métier, comment ça se passe ? Donc à quel moment déjà on fait appel à vous ? Alors je sais pas si Nolan ou par exemple Samir vous voulez répondre aussi.
Mais à quel moment, tu vois, un directeur ou un réalisateur fait appel à vous pour dire OK, le scénario il est monté, on sait exactement la scène, et donc maintenant on a besoin d'un cascadeur. On vous demande comment ça va se réaliser. Est-ce qu'on peut vous demander aussi, est-ce que le scénario tient la route? Est-ce que vous avez tu vois, un droit de regard ou un mot à dire sur le scénario? Est-ce que c'est vous qui, tu vois, finalisez les scènes en fonction de tout ça? Tu vois, quel est votre rôle en tant que cascadeur, en fait, ou directeur de la cascade d'ailleurs? Lorsqu'on nous fait une demande, elle peut venir déjà de plusieurs personnes différentes. Ça peut venir soit d'une production, d'un producteur, ou d'un chargé de production, d'un réalisateur. Ça peut être un directeur de casting, des auteurs même, ou des metteurs en scène. Ensuite, donc lorsqu'on nous fait une demande de cascade, on va demander beaucoup d'informations. Donc, on va rentrer dans une espèce de phase de cadrage. Et dans cette phase de cadrage, on va demander des documents. Alors, est-ce qu'il y a un scénario décrit? Est-ce qu'il y a un storyboard, découpage technique? On va demander plusieurs documents pour qu'on puisse collecter, nous, des informations qui vont nous être utiles par la suite pour la réalisation des cascades. Donc là, on va identifier la demande, identifier le besoin, et on va très vite ensuite organiser des repérages pour aller voir les faisabilités des cascades qu'on nous demande. Il peut y avoir aussi une phase de discussion par rapport à la demande et ce qui est concrètement réalisable. Donc là, on peut être aussi force de proposition. On va proposer aux réalisateurs différents types d'actions. Alors une fois que ces discussions ont été donc entamé, on s'est arrêté sur des actions précises. On va entrer dans une phase donc de réflexion. Nous, les cascadeurs, on va se poser dans un bureau et on va donc réfléchir à tout ce qu'on peut mettre en place. Ensuite, on va concevoir les cascades. On va se retrouver dans nos locaux ou dans une salle pour concevoir les actions souhaitées, organiser donc des repérages sur place pour voir où ça va être réalisé, pour identifier les risques ou les problèmes qu'on pourrait rencontrer. On va fabriquer les cascades chez nous. Ensuite, on va les répéter et on va les soumettre donc au réalisateur ou au metteur en scène. Et une fois que c'est validé, on va donc se préparer, nos corps et le matériel aussi mis en œuvre pour pouvoir le jour J exécuter la cascade de manière spectaculaire qui correspond donc à la demande, mais en toute sécurité. Et du coup, Samir, ça t'est déjà arrivé, par exemple, tu vois, quel est le niveau de pouvoir que vous avez? Est-ce que vous pouvez dire à un réalisateur, non, ça, c'est pas faisable, il faut modifier le scénario parce que ça met trop en danger les équipes? Voilà, est-ce que ça peut arriver, ça? Bien sûr, oui, des discussions avec l'auteur ou le réalisateur. Si toutes les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir exécuter une cascade, on s'engagera pas pour la réaliser. Maintenant, c'est vrai que les réalisateurs, eux, ils sont là, enfin, les auteurs surtout, les scénaristes sont là pour imaginer et écrire. Maintenant, si ce n'est pas faisable, nous, on a fait une étude et on va leur exposer notre point de vue. Ensuite, eux vont essayer de négocier. Nous, de notre côté, on va négocier pour arriver à quelque chose de faisable. Mais en général, on arrive à se faire entendre et comprendre. Ouais, puis de toute façon, j'imagine qu'il y a quand même une notion, d'une part budgétaire et une notion d'assurance aussi. Je veux dire, les producteurs, à un moment donné, ils savent très bien qu'ils peuvent pas prendre plus de risques que nécessaire, quoi, c'est ça? Exactement, il y a plusieurs notions effectivement budgétaires. Il faut que ça puisse, ils puissent rentrer dans leurs frais, et une question de risque et par conséquent d'assurance. Donc on pas faire tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on soumet donc au producteur qui lui, en général, a du bon sens et on essaie de faire des choses concrètes mais sans risque. Et tout à l'heure, Louis-Marc, il disait qu'effectivement, tu pouvais avoir plein de spécialités différentes et qu'un cascadeur était censé pouvoir tout faire. Est-ce qu'on peut revenir sur les différentes rubriques? Je sais pas, Samir ou Nolan, comme vous voulez, mais je voudrais juste être sûr. Tout à l'heure, tu parlais cascadeur sous-marin. Je veux juste comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que tu es censé savoir faire sur chacun de ces types de spécialités. On va dire qu'il y a plusieurs domaines donc dans la cascade, des domaines très différents.
On a les cascadeurs physiques. Alors nous sommes des cascadeurs physiques, donc on va faire tout ce qui est bagarre, chute, prendre feu, manier des armes, voler dans les airs, toutes les actions physiques. Ensuite, il y a les cascadeurs qu'on appelle cascadeurs mécaniques, qui vont eux s'occuper de tout ce qui est cascade automobile ou moto ou avec des véhicules à moteur. Nous avons donc la famille des cascadeurs équestres également, tous ceux qui travaillent avec les chevaux. Il y a les cascadeurs donc aérodynamiques et sous-marins, enfin marins et sous-marins, donc qui vont évoluer plus donc dans tout ce qui est avion, dans les airs, tout ce qui est aquatique, les cascades aquatiques. Donc il y a différents grands domaines et on se côtoie donc entre cascadeurs avec nos spécialités. D'accord, donc ça veut dire que tu as plusieurs spécialités et toi, en tant que directeur de cascade, tu vas aller chercher en fonction des besoins du scénario, en fait, les personnes qui sont les plus spécialistes et les experts dans chacun de leur domaine, quoi. C'est un peu ça, hein. Alors moi, en tant que directeur des cascades, je suis spécialiste dans la cascade physique. Ouais. Mon travail, ce sera donc de recruter des cascadeurs physiques qui correspondent à la demande. Ensuite, pour tout ce qui va être cascadeur équestre, par exemple, avec des chevaux, là, ça sort de ma compétence. Donc, c'est pas moi qui vais décider pour ces cascadeurs-là. Quand ça sort des compétences de chaque directeur des cascades, c'est le directeur général des cascades qui choisit donc celui qui sera le plus compétent en tant que directeur des cascades, qui va amener d'autres cascadeurs de la même spécialité, mais qui seront sous sa responsabilité. Ok, ça marche. Et du coup, Nolan, petite question, quand tu sors d'école, je voudrais juste comprendre les différents grades, tu vois, quand tu fais une carrière de cascadeur, tu passes par quel niveau, tu vois, de poste? D'abord, donc, on est cascadeur, c'est-à-dire on est exécutant. On exécute l'action du directeur de cascade. Donc, après, par rapport à nos spécialités, voilà, par exemple, pour nous, sur la cascade physique. Donc, d'abord, il faut déjà beaucoup pratiquer pour prendre de l'expérience. Après, on a aussi chez nous donc les préparateurs de cascade, c'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, lorsqu'on reçoit une demande d'un producteur, d'un réalisateur, donc on va étudier la cascade. Ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur la façon dont on va la réaliser, il y a toute la préparation, c'est-à-dire on va mettre en place des essais, on va peut-être même faire des constructions spécifiques par rapport à la séquence à réaliser. Donc voilà, il y a cette partie de préparation de cascade qui vient après avoir pratiqué le métier de cascadeur et ensuite devenir directeur de cascade. Donc directeur des cascades, là ça va être par exemple au début sur du combat. Ça dépend aussi des spécialités de chacun, mais c'est vrai que chez nous, on apprend à être le plus polyvalent possible. C'est-à-dire que on va avoir à la fois à régler une chorégraphie de combat qui va se faire avec du feu en faisant une défenestration, une chute de hauteur, par exemple. Voilà, je prends un exemple hasard. Mais donc après, il y a beaucoup de choses qui peuvent être combinées. Donc là aussi, c'est un gros apprentissage pour devenir directeur des cascades. Et ensuite, comme l'est Louis-Marc, directeur général des cascades. Là, c'est encore d'autres compétences qui vont aussi sur le côté administratif. C'est-à-dire que là, il faut être capable de gérer vraiment l'ensemble de la séquence d'action et gérer les différents directeurs des cascades pour être certain que tout soit fait en parfaite sécurité et qu'il n'y ait aucun problème. Ok. Et autre question, quand tu sors d'école, en général, tu peux exercer ton métier de cascadeur. Donc, on l'a dit tout à l'heure, parc d'attractions, mais je voudrais juste balayer, tu vois, tous les univers dans lesquels tu peux travailler demain, où tu peux trouver du taf. Parce que moi, juste, il y a un truc que quand j'ai vu les vidéos de préparation des élèves, je me suis dit, mais 80 par session, mais il y a autant de besoins que ça, tu vois, pour que chacun trouve un job à la sortie de l'école. Voilà. Et donc, je me suis dit, j'imaginais qu'il y avait vachement de débouchés, mais je voulais savoir lesquels. Oui, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. On se dit, avec tous les élèves qu'on a, comment ils font pour travailler, mais il faut savoir qu'il y a énormément de demandes. Ne serait-ce que déjà par rapport au parc d'attractions, le développement du Puy du Fou, il y a beaucoup de recrutement, le Disney, parc Astérix, voilà tout ce qui est parc d'attractions. Okay. Après, en tant que cascadeur, on travaille aussi pour les publicités, les séries télé. Il y a tout le développement également des plateformes style Netflix, Amazon, Disney, etc. Donc, il y a beaucoup de productions qui se font. Après, on peut être amené à travailler pour les jeux vidéo. On fait également des reconstitutions d'accidents, que ce soit pour les assurances ou bien pour la justice. Des spectacles, on travaille pour le théâtre. Louis-Marc tout à l'heure a parlé de l'opéra. En fait, c'est vraiment très diversifié. Dès qu'il y a besoin d'action, on fait appel à nous. Donc, il y a du travail, oui, ça, il y en a beaucoup.
Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis aussi sur, alors bon, la justice, j'avais même pas pensé, c'est juste un truc dingue. Mais par contre, aussi les jeux vidéo, effectivement, j'avais vu dans un des reportages que vous faisiez aussi tout ce qui est motion capture. Enfin, c'est-à-dire que du coup, vous êtes le petit bonhomme vert avec tous les petits, c'est ça, les petits capteurs, hein, c'est ça? Pour Oui, les jeux vidéo ou le Cinoche ou d'autres réalités virtuelles, quoi. C'est ça? voilà, tout ce qui est film d'animation, jeux vidéo, effectivement, on fait de la motion capture. Ouais, donc en fait, les champs est hyper large. C'est super intéressant. C'est vraiment totalement exponentiel en fonction de toute la technologie qui se met en place. Là, je peux pas donner les noms, ni les sociétés, ni les projets, mais toujours est-il que là, nous sommes en train de travailler sur une réalité, j'appellerais virtuelle, psychologique, etc. Parce que Tu embrouilles exprès pour pas que je trouve le nom. Et non, même sous la torture, tu donneras pas le nom? non, je donnerai pas le nom. Et là, nous sommes en train de travailler sur des actions spécifiques liées à la technologie actuelle, les casques, etc. Mais ça va arriver sur quelque chose de très précis. C'est-à-dire au moment où on est dans l'action, on est en hauteur, eh bien, on va avoir un cascadeur qui est dans la même hauteur, truffé d'éléments qui vont prendre son rythme cardiaque, ses sensations électromagnétiques, ce qu'il ressent en matière de sensations précises. Et donc, c'est nous qui le vivons. Quand il y a, par exemple, une accélération du rythme cardiaque parce qu'il se met à courir, parce qu'il a peur, etc., toutes ces données sont prises en compte et elles sont enregistrées. À l'époque gallo-romaine, il y avait les jeux du cirque avec des gens qui faisaient des choses horribles. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces gladiateurs. Et ces gladiateurs, c'est nous, aujourd'hui. Mais nous, on fait tout ce qui est faux, évidemment, mais on leur donne un sens de la réalité. Cette fameuse société avec laquelle nous travaillons, lorsqu'il va y avoir, comment dirais-je, des compétitions sportives de judo, de karaté, de boxe, de cyclisme, de sport automobile, tous ces sportifs de haut niveau vont être captés complètement avec des micros qui vont retransmettre leur programme et ce qu'ils ressentent eux dans leur cerveau. Et tout ça, ça va être emmagasiné et géré dans une espèce de matrice à émotion. Mais pour pouvoir la restituer à des personnes qui seront des spectateurs virtuels. Les gens lambda, on a du travail sur les 10 années à venir. Hein. Tu posais tout à l'heure la question au niveau du travail. De ce côté-là, on a ce qu'il faut pour nos élèves parce que en matière de demande, on a entre 300 et 400 demandes pour rentrer à l'école de cascade par jour. Je sais pas si tu vois ce que ça représente. Et on élimine 99,5% des demandes. Du coup, tu réponds quand même à une question parce que je me demandais si justement avec l'intelligence artificielle, le fait qu'on puisse aujourd'hui, les acteurs ils sont sur fond vert et même maintenant sur des fonds de LED, etc. Donc il y a quasiment tout peut être potentiellement totalement virtuel. Et du coup, je me demandais justement quel était l'avenir de votre métier face à ça, face à la capacité en fait de l'informatique à tout reproduire et tout simuler. Je sais pas si vous avez. Ce sont des questions qu'on nous pose souvent parce qu'on part du principe que les cascadeurs, quelque chose de physique, on est capable de les remplacer par l'informatique. Mais non, parce que si tu veux, c'est très compliqué pour un ordinateur d'être capable de reproduire l'être humain. L'être humain est la machine la plus perfectionnée, je dirais, du monde actuel tel que nous le connaissons. C'est que par rapport à tout ce que l'on met en place, reproduire la biomécanique et la proprioception d'un être humain, c'est extrêmement compliqué. Combien d'années nous avons mis pour qu'un ordinateur puisse nous serrer la main? On a mis 35 ans, juste pour ça, minimum. Parce que sinon, au début, bonjour, je te serre la main, mais je te la broie. Parce qu'évidemment, il n'y a pas tous les capteurs, etc. On en a là maintenant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va encore avoir besoin des cascadeurs pour faire, tout à l'heure, Nolan parlait d'essais, etc. Il va y avoir besoin de gens qui sont des espèces de pilotes d'essai de l'action. Donc, et nous, on est toujours en pleine évolution, puisqu'on évolue avec la technologie. Et nous, on va toujours pousser de plus en plus loin sans jamais dépasser nos limites. On repousse nos limites la plupart du temps. C'est ça qui est important. Donc nous, la science aujourd'hui et la technologie nous donnent des secteurs d'activité absolument énormes, totalement exponentiels, qui fait que un cascadeur qui va juste se limiter à faire de l'action, mettre un coup d'épée, etc., celui-là, dans quelques années, il sera complètement devenu obsolète. Aujourd'hui, pour qu'on puisse aller plus loin, il faut travailler sur la science et sur la technologie en gardant le côté physique. Et si nous, les cascadeurs, nous n'utilisons pas
notre matière grise, entre guillemets, au lieu de penser uniquement aux muscles et à la spécialité, à utiliser uniquement ses compétences et on va pas chercher plus loin, eh bien, on deviendra obsolète. Et donc, ça, c'est pas possible pour nous, en tout cas, puisque nous sommes toujours dans le développement et dans la recherche. Nous avons même une cellule de recherche et de développement qui nous permet d'aller toujours plus loin. Et ça, c'est ce qui nous permet vraiment, c'est notre fonds de commerce, entre guillemets. Alors qu'on travaille, tout à l'heure, tu parlais avec Nolan, effectivement, qui en a parlé aussi, de tout ce qui est expertise judiciaire. Moi-même, je suis ce qu'on appelle un profiler aujourd'hui. On voit ça maintenant dans les séries télé, mais ça existe depuis pas mal d'années, qui, à part un cascadeur, est capable de reproduire des scènes de crime et des scènes d'accident. Et là, nous avons repris, entre guillemets, le marché de Rémi Julienne, puisque c'est Rémi qui nous a amené à ça, qui a fait donc les premiers crash tests, etc. Les fameuses voitures d'aujourd'hui avec des jupes très très basses, qui permettent justement, si une voiture te percute malheureusement vers l'avant ou vers l'arrière, tu passes plus sous la voiture. La ceinture un peu plus large, ça aussi on le doit à Rémi Julienne. Voilà, donc c'est sur son travail extrêmement performant, précis. Rémi Julienne était quelqu'un de fantastique, avec une grande humilité, avec beaucoup de gentillesse, une humanité fantastique. C'est lui qui m'a mis, entre guillemets, l'idée de devenir cascadeur, et c'est arrivé avec le temps, ça a été quelque chose de progressif. Mais moi, j'ai connu Rémi, j'avais 24 ans, et donc tout de suite, ça a fonctionné entre nous. Et moi, j'ai vu que quand Rémi travaillait, il travaillait avec des techniciens, avec des scientifiques, avec des spécialistes donc de la construction, avec des ingénieurs. Mais c'est ça, le métier de cascadeur, c'est ça. Et c'est Rémi qui a commencé à m'insuffler sans le vouloir cette idée du développement et de la recherche. Et ça s'arrête jamais. Dernière question aussi pour toi, Nolan. Quel statut vous avez? Parce que vous bossez dans le cinéma. Est-ce que ça veut dire que vous êtes intermittent du spectacle, comme toutes les autres personnes qui travaillent dans le cinéma? Vous avez un statut particulier? Et comment vous vous faites payer, en fait? Enfin, tu vois, c'est quoi le modèle de rémunération d'un cascadeur? Alors c'est vrai qu'un cascadeur en général il a le statut d'intermittent du spectacle, donc on est payé par cachet. Après les cachets varient selon l'action effectuée, c'est aussi par rapport à la négociation qui a été faite avec la production. Pour ma part, moi je suis en CDI pour Action Training Production, donc je fais partie des rares cascadeurs qui sont en CDI. Donc il y a à la fois aussi des contrats saisonniers, contrats CDD, par exemple pour différents parcs d'attractions. Enfin il y a plusieurs possibilités, mais disons que le plus répandu en général c'est intermittent du spectacle et payé par cachet. Et cachet, en fait, comment tu calcules le cachet? Donc tu disais c'était de la négo, mais est-ce que c'est en fonction aussi de l'énormité de la scène, la dangerosité, tu vois? Est-ce qu'il y a des espèces de barèmes qui existent? Oui, il y a des barèmes, c'est-à-dire par exemple au cinéma, c'est entre 400 à 600 euros par jour pour un tournage. Maintenant, ça peut varier aussi. Si c'est par exemple pour de l'événementiel, ça sera pas les mêmes tarifs. Si c'est pour des spectacles, voilà, en général, c'est toujours mieux payé pour le cinéma. Et après aussi, selon la dangerosité de l'action effectuée, là forcément, il y a une négociation pour que ce soit plus élevé. Voilà, c'est toujours en fonction de la cascade à effectuer, quoi. Oui, et puis après, il y a Samir peut en parler aussi, mais il y a parfois du travail de répétition, et sur le travail de répétition, il y a aussi des salaires, il y a de la préparation, il y a de l'achat du matériel, parce que quand une production nous appelle, lorsqu'un client nous appelle, quel que soit je dirais le secteur d'activité, même si nous avons du matériel pour nos entraînements spécifiques, on va pas le mettre à disposition, même pas le louer. Pourquoi? Parce que s'il se passe quoi que ce soit, nous sommes directement responsables. Donc, on achète toujours neuf, parce que ça pourra nous être reproché. On a besoin d'acheter, par exemple, des cordes. Je sais que dans ce métier, on ne dit pas le mot corde, mais nous ne sommes pas superstitieux. Donc, nous avons des mots démentiels pour bien montrer que nous ne sommes pas superstitieux. C'est quoi? Les mots démentiels, c'est verre, corde et dernière fois. À chaque fois qu'on dit ça, il y a un accident derrière. Donc, nous, on dit avant la scène d'action, donnez-moi les mots démentiels, les gars, corde, verre et dernière fois. Comme ça, on est sûr. On va même faire passer un chat noir, passer sous une échelle, et c'est comme ça. Bon, bref. Mais toujours est-il que donc dans tout ce qu'on fait, il y a toujours du travail de préparation et donc d'acheter du matériel neuf, parce qu'à partir de ce moment-là, tout a été étudié pour qu'on n'ait pas à nous le reprocher, parce qu'on dira ouais, mais vous nous avez loué du matériel, mais il était défectueux, donc c'est de votre faute. Donc pour éviter ça, et c'est le client qui achète tout ça. Après, bien sûr, nous, on lui rachète le matériel que nous avons utilisé ou non. Après, c'est de la négociation.
Bon, je pense qu'il y a vraiment des enjeux d'assurance et tout ça, effectivement. Pour finir sur la partie salaire, effectivement, tu as un acteur, tu te dis que son salaire est plus ou moins gros en fonction de est-ce qu'il est bankable, etc. Et donc, j'en arrive à ma question sur autant quand tu es artiste et quand tu es acteur, tu as ton nom en énorme sur l'affiche. Donc, si tu veux y répondre, toi, Samir, il faut faire preuve de vachement d'humilité, quoi, parce qu'en fait, vous êtes quand même des métiers de l'ombre. C'est-à-dire que on peut même, je sais pas si ça va jusque-là, mais un peu vous cacher. C'est-à-dire qu'il y a certains acteurs qui doivent un peu se vanter de faire leurs propres cascades, alors que c'est pas forcément le cas. Voilà. Est-ce que du coup, comment vous le vivez, vous? Parce que t'as quand même un ego, quoi. Donc, t'as envie à un moment donné d'être reconnu pour le métier que t'exerces, et pourtant, vous êtes un peu le métier de l'ombre, quoi. On le vit plutôt normalement, très bien. Alors nous, si on exerce ce métier, c'est pas pour être sur le devant de la scène. On sait que lorsqu'on fait ce métier, c'est pour participer à un projet, c'est la fabrication d'un film. Nous, on intervient sur toute la partie action. Donc nous, notre salaire, autre que la fiche de paye, c'est aussi le résultat, l'émotion que ça va susciter chez le public et chez le spectateur. Donc il faut savoir où est sa place. Si on veut être sur le devant de la scène, effectivement, être exposé et avoir toute la reconnaissance, c'est un autre métier qu'il faut faire. Il y a le métier de comédien, par exemple, dans notre domaine. Mais nous, le cascadeur, on est là pour justement mettre en avant ce comédien qui, lui, a besoin d'être devant à la lumière. Et nous, on est dans l'ombre et on l'aide justement à être le plus à son avantage possible. Non, on le vit très bien. On a la chance de pouvoir vivre d'un métier et à la fois c'est une passion. Donc, faut pas cracher dans la soupe et je pense. On a de la chance, on gagne correctement nos vies, on fait un métier qui nous plaît. Et c'est déjà beaucoup. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc, pour répondre à ta question, Julie. Tu le vis pas mal. On le vit pas mal. Mais bon, il faut être formaté comme ça déjà à la base, quoi. Et alors, autre question, y a forcément du danger, quoi, dans vos métiers. On peut, même si vous le limitez, même si vous bossez super bien, et c'est ça le principe de votre professionnalisme, mais quand même, je veux dire, si t'as pas envie de te casser un ongle, tu tricotes, quoi, tu fais pas cascadeur. Comment tu gères ça? Je sais pas si un de vous trois veut répondre. Samir, si tu veux garder la main, avec plaisir. Comment on gère la peur dans ce métier-là? Quelle place elle a, en général, tu vois, au quotidien? Alors oui, effectivement, on fait appel à nous pour tout ce qui va être séquence d'action. Maintenant, c'est même plus une question de danger. Dès qu'il y a une action à faire pour un comédien, généralement, on va le faire remplacer par les cascadeurs. Maintenant, s'il y a du danger dans les séquences, dans les actions qu'on nous demande, notre travail, justement, c'est de les identifier et d'éliminer ces dangers, de les réduire du moins au maximum, enfin au minimum plutôt, puisque le risque zéro n'existe pas. C'est la raison pour laquelle on fait appel à nous. Donc nous, on est les ouvriers de l'action. On est là pour apporter une action spectaculaire qui va créer de l'émotion, on va avoir peur pour la personne qui exécute. Mais c'est ça notre travail, c'est de créer l'illusion. En fait, c'est une illusion. Le danger, il a déjà été identifié et en amont, et on l'a traité en amont. Donc nous, notre travail, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de danger, mais qu'on garde le côté spectaculaire. Maintenant, effectivement, il y a de la peur parce que il y a toujours le trac classique que peut avoir un artiste, mais il y a aussi effectivement la peur parce que l'action est quand même technique et comporte quand même un peu de danger. On doit, nous, notre travail, on l'a appris à l'école et en pratiquant, hein, on apprend à travailler avec la peur. C'est-à-dire que la peur, elle est là. On va pas l'éliminer ou la laisser au vestiaire, hein, non, on travaille avec. Le but, c'est de la gérer et non pas le contraire, c'est pas elle qui doit nous gérer. Donc, tout comme beaucoup d'autres métiers qui sont confrontés à des réalités beaucoup plus dures que les nôtres, hein, je pense aux forces de l'ordre, par exemple, ou ceux qui nous sauvent, les pompiers, eux, il y a du danger qui n'a pas été traité en amont. Donc, et ils sont quand même obligés de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, on a des choses comme ça qui sont similaires avec ces métiers-là. Et eux-mêmes vous le diront également. Ils travaillent avec. Ils ont peur, mais ce qui doit être fait doit être fait. Donc, on doit gérer nos émotions. Et à partir du moment si on s'est bien préparé et qu'on connaît parfaitement notre procédure technique, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et on est, pour finir, on n'est pas seul dans ce métier. On travaille en équipe. On a une équipe autour de nous qui est là aussi pour nous aider et nous préserver de tout danger. C'est un travail collectif. C'est ce qui fait qu'on arrive à faire toutes ces choses qui paraissent périlleuses, mais elles sont réalisées en toute sécurité. Tu parlais tout à l'heure de la reconnaissance. Comme tu le disais très justement, ce qui est tout à fait vrai,
Nous sommes les hommes de l'ombre. On n'a pas besoin de reconnaissance. Si la seule reconnaissance que l'on a, c'est par rapport à notre travail accompli. Une fois que c'est terminé, les gens nous applaudissent, mais une fois que c'est fini, c'est terminé. On va pas emmener les applaudissements chez soi en disant « je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort ». Nous, on s'en fiche de ça. Nous, on n'a pas de ce qu'on appelle de fierté. À partir du moment où on commence à développer la fierté c'est quoi? C'est l'orgueil. Donc, ça ne va plus avec notre état d'esprit axé sur l'humilité, sur le service. Nous sommes des serviteurs. On sert le réalisateur, on sert l'image, on sert le producteur, on sert le film, on sert la soupe aux comédiens. C'est ça notre travail. La question que je voulais poser à un de vous trois, c'est, on parle d'ego, on parle d'humilité. À quel moment et est-ce que vous apprenez à aller chercher vos limites, en fait? Tu parlais, Samir, justement, tu vois, du travail en équipe. Est-ce que c'est ça aussi, c'est d'avoir un espèce de garde-fou où à un moment donné, on dit « Stop, là c'est ton ego qui parle, tu veux pousser la machine, tu veux faire un peu plus loin, mais en fait là, il y a du danger, quoi. Il faut pas, il faut savoir s'arrêter. » Est-ce que, comment vous gérez ça, tu vois, d'apprendre à vous poser des limites? Nous, c'est là où te disait Samir, il pourra te le dire aussi, chacun d'entre nous pourra te dire les choses à sa façon, mais en fait, on pense de la même façon. C'est-à-dire que moi, je les ai entraînés, formés à ça aussi. Le capitaine qui est donc dans son bateau, il va diriger son équipe pour avoir la même pensée au même moment, etc. Donc, on est tous d'accord là-dessus. Et le but, c'est de pas faire des exploits, parce que ça, ce sont des performeurs, des gens comme ça. Mais au cinéma, on n'a pas besoin de faire une torche humaine qui va durer 12 minutes. Ça sert à rien. Le plan, il dure 15 secondes. Qu'est-ce qu'on s'en fout de mettre 12 minutes de torche humaine? C'est juste de l'exceptionnel. Ça s'arrête là. Nous, on est les seuls au monde à faire des torches humaines intégrales, c'est-à-dire devant, derrière, sur les côtés, avec éjection d'essence. On balance 12 litres d'essence à quelqu'un qui est déjà en torche. On monte à 5000 degrés, Julie. On a dû faire 50 000 torches comme ça. Et nous n'avons pas eu un seul élève qui s'est brûlé, ne serait-ce qu'un sourcil. Si on fait ce genre de choses, on n'a pas l'impression de dépasser nos limites. On fait ce que nous sommes capables de faire. Mais avant d'en arriver là, on a mis plein de process en place. Donc, avant qu'on décide de partir, même moi, en tant que DGC, en tant que directeur général des Cascades et patron de mes entreprises, je pourrais très bien dire, on fait comme ça, j'ai décidé. Mais moi, je donne la parole à mon équipe et je les écoute. Je pose les tenants et les aboutissants et au terme de cette discussion, on décide ce qu'on fait, mais on le décide ensemble. Et quand tout le monde n'est pas d'accord, on passe le temps qu'il faut, même ça dure 10h30, minuit, 1h du matin, on est encore en train de discuter. Qu'est-ce qu'on fait? Et on veut tous être d'accord et on ne quitte pas la table tant que tout le monde n'a pas été d'accord. Et c'est ensuite, à la suite de ça, qu'on prend notre décision. Bon, c'est clair. Samir, tu voulais rajouter quelque chose ou pas? Ou je pose ma deuxième question? Je peux rapidement. Donc c'est pour répondre à ta question. Nous, notre savoir-faire, comme nous le disait Rémi Julienne, c'est notre savoir-faire, il est empirique. Donc ça veut dire qu'il est basé sur l'expérience. Et c'est avec cette expérience, la force de faire, qu'on apprend à se connaître et connaître ses capacités. Et on n'ira pas au-delà. Là, si on va vers l'inconnu, si on doit faire des choses qu'on ne connaît pas. Là, à ce moment-là, on va explorer, on va faire des essais, des tests, se renseigner ou faire appel à des spécialistes. Mais pour en revenir à ce que disait Louis-Marc, on aboutit toujours à des discussions entre nous et avec d'autres spécialistes dans différents domaines. Mais sinon, pour éviter justement de prendre des risques, on se base sur ce qu'on connaît, sur des choses connues, notre expérience. Et pour l'exemple qu'avait cité tout à l'heure Louis-Marc, on peut en faire attention, entrer dans la performance. Ça, il y a pas de problème. Justement, les performeurs ne font qu'une chose, ils sont dans leur domaine et ils poussent, ils repoussent les limites. Mais là, ensuite, ça devient autre chose. On n'est plus donc dans la cascade pure. On est dans une performance spécifique. Et autre question, Samir, j'espère que tu ne seras pas vexé. Ça n'a rien à voir avec ton âge, mais je me demande jusqu'à quel âge on peut être cascadeur. Parce que ton corps, il est quand même soumis à de rudes épreuves. Hein. Tu parlais des chocs. Vous êtes tout le temps en train de vous faire mal, quoi, même si, voilà. Donc, jusqu'à quel âge tu peux exercer ce métier-là? Et qu'est-ce que tu fais quand tu dépasses cet âge-là? Comment tu peux poursuivre une carrière? J'ai envie de dire que c'est une question d'envie. Si vous sentez encore à un certain âge, je sais pas moi, dépasser
50 ans, vous êtes encore en forme et vous aimez bouger, il n'y a pas de problème. Nous, on a des exemples de cascadeurs qui ont travaillé très longtemps. Ensuite, il peut y avoir aussi une distribution des cascades dans l'équipe. Ça veut dire que la personne qui est le moins en forme ou la plus âgée, on va pas lui faire des triples saltos, des choses comme ça. Ah bon? Ben non. Donc c'est pour ça qu'on parle d'équipe et aussi répartition des rôles. Alors maintenant, si à un certain âge vous souhaitez plus trop faire les cascades vous-même, vous passez à un poste de direction, simplement vous chapeautez d'autres cascadeurs, mais vous, avec l'expérience, vous êtes plus sur la mise en place, sur le conseil, sur régler toutes sortes de problèmes. Donc c'est une évolution naturelle. Vous pouvez le faire jusqu'à 70, 80, 90 ans s'il faut. Vous savez, dans les cascadeurs, on a même des cascadeurs qui ont un handicap, par exemple, peut-être handicap, quand je dis physique, lourd, mais qui sont cascadeurs et qui pratiquent ce métier. On en a vu des cascadeurs enfin, ils sont spécialisés, mais cascadeurs en fauteuil roulant, qui sont cascadeurs de métier et qui vont faire toutes les scènes, justement, de scènes où il y a une personne qui tombe et qui est en fauteuil roulant, par exemple. Donc, on a vraiment de tout. C'est un métier on peut l'envisager de différentes manières. C'est génial comme exemple parce qu'effectivement, tu prouves qu'en fait, c'est ouvert à tous, quoi. C'est ouvert à tous, filles comme garçons, et peu importe les âges, peu importe les types aussi, hein. Les cascadeurs de toutes les couleurs, on a besoin de tout. Ouais, ok, génial. Alors j'en arrive justement à l'école, donc c'est top, c'est une très bonne transition. Louis-Marc, tu as dit tout à l'heure hein, les raisons pour lesquelles tu avais fondé l'école, donc j'ai pas besoin de te poser cette question-là. Nolan, est-ce que tu veux répondre à la façon dont vous sélectionnez en fait pour rentrer dans l'école? Je crois que le taux de sélection il est hyper drastique. Il y a beaucoup de gens qui veulent et puis peu d'élus qui rentrent dans l'école. Comment vous faites? 0,5. C'est énorme. Donc, du coup, comment vous sélectionnez, tu vois, sur quels critères vous sélectionnez? Ça va être déjà par rapport au premier contact. En général, les gens, on les passe par notre site internet, c'est-à-dire qu'ils remplissent un formulaire. Déjà, on veut connaître leur motivation. Ce qui va être important déjà, c'est voir quelles sont les raisons pour lesquelles ils veulent intégrer l'école. Suite à ça, il y a un contact téléphonique et là, on commence à aller un peu plus loin, prendre plus d'informations. Et nous, ce qu'on recherche, c'est surtout des gens qui vont avoir des valeurs humaines. C'est-à-dire, comme on l'a évoqué plusieurs fois pendant cet entretien, nous, ce qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui va pas avoir d'ego, qui va être à l'écoute, qui cherche vraiment à apprendre, pas des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi. Il nous faut des personnes qui ont la tête sur les épaules. Et donc, ce qu'on va mettre en priorité, c'est surtout le côté des valeurs. Et puis des gens qui sont prêts à faire beaucoup de sport aussi, qui sont extrêmement motivés. Voilà, on a besoin de gens très motivés puisque ce qu'on fait, c'est pas un loisir, c'est vraiment une formation professionnelle pour déboucher sur un métier. Donc par rapport à ça, il y a toute une sélection qui est faite et donc on va plus axer sur le côté mental, psychologique que sur le côté physique. Souvent on nous pose la question, on nous dit mais vous faites pas des tests comme chez les pompiers, etc. Non, puisque en fait nous on prend nos élèves rentrent chez nous à partir de 16 ans. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui sont pas spécialement très sportifs au départ, mais à partir du moment où ils sont extrêmement motivés, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils ont un bon état d'esprit, on les amène à devenir cascadeurs. Moi-même, je suis un bon exemple, je pense, parce que j'ai commencé à 17 ans, j'avais pratiqué des sports, mais j'étais pas spécialement sportif. Mais à partir du moment où on est motivé, c'est vraiment ce qu'on veut faire, on s'engage. Voilà, on veut des gens qui sont prêts à s'engager pour amener sur une carrière. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on fait nos sélections. Ok. Et est-ce qu'il y a un profil type, tu vois, des gens qui ont un certain parcours scolaire, ou pas du tout, justement, les horizons sont hyper divers? Alors non, effectivement, il n'y a pas de profil type, puisqu'on a des gens qui viennent de tous les domaines différents, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont des étudiants, qui continuent leurs études tout en faisant la formation, puisque la formation se fait pendant les vacances scolaires, donc ils peuvent continuer le parcours scolaire en parallèle. On a d'autres gens qui sont en train de pratiquer un métier, donc qui prennent des pour venir faire la formation en même temps. Donc en général, la plupart des profils, c'est soit des étudiants, on a aussi des militaires, et après il y a un peu de tout, quoi. C'est vraiment très très varié. Ok. Et alors justement, tu parlais des femmes, il y en a un des trois, c'est toi Louis-Marc, je crois. Ça se féminise ou pas ce métier? C'est quoi la proportion des femmes dans l'école? Si tu veux, moi quand j'ai monté l'école, c'était en août 84.
Ensuite, ça a été officialisé par une émission qui s'appelait Selecto, où c'était leur but, c'est de trouver la première école de cascade. Donc, c'était en décembre 86. D'ailleurs, c'est sur notre site internet aussi. Donc, quand j'ai commencé, il y avait à peu près 5% de filles. Aujourd'hui, quand on est passé dans l'émission de Caroline Tresca, qui faisait une émission qui s'appelait Télé Caroline. Je sais pas si tu te souviens. C'était en 1840 avant Jésus-Christ. Ah, c'est peut-être pour ça alors du coup. Je venais de naître, mais elle va pas j'étais être toute contente, petite. Caroline, si elle entend ça. Mais toujours est-il que à ce moment-là, on était arrivé à 10%. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 33% de filles. Elle est pas mal quand même. Nous sommes très très heureux, parce que les filles amènent autre chose dans ce monde de brut. Donc elles amènent de la douceur, elles amènent du perfectionnisme, elles ne lâchent rien. Moi, les filles m'ont toujours extrêmement impressionné parce que elles sont capables de faire les mêmes choses que les garçons, mais avec encore plus de détermination. Samir, combien de temps elle dure l'école? Et autre question en même temps, est-ce qu'il y a des abandons? Est-ce qu'il y a un taux d'abandon important? Genre les mecs qui craquent, enfin les mecs ou les nanas d'ailleurs, ils ont idéalisé l'école, ils arrivent et puis au bout de 3 entraînements, ils sont HS en PLS et ils préfèrent partir. Ça arrive beaucoup ça? Donc l'école, pour répondre à la première question, l'école dure 14 sessions de formation, donc c'est 14 sessions de 2 semaines consécutives. Ces 14 sessions, si vous les faites toutes d'affilée, c'est 3 ans et demi d'études pour passer ensuite donc à la fin l'examen. Ensuite, ces 3 ans et demi, vous pouvez les étaler, c'est-à-dire que les élèves, en fonction de leur disponibilité, s'inscrivent librement donc aux sessions de formation. Donc la plupart du temps, nos élèves sont assidus, ils font toutes les sessions, mais il se peut que de l'autre côté, ils passent leur bac, ou ils passent un examen, ou ils travaillent, donc ils peuvent pas enchaîner participer à toutes les sessions d'affilée. Donc au minimum 3 ans et demi, ça peut s'étaler sur 4 ans, 5 ans, 6 ans s'il le faut. Ensuite, des abandons, non. Ce qui peut se passer en session, on n'est pas à l'abri de se faire une entorse, une petite déchirure musculaire, des choses comme ça. Ensuite, les jeunes, en s'inscrivant, ils savent à quoi s'attendre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entretiens quand même où les choses sont bien expliquées. Ils voient beaucoup de vidéos, ils sont bien informés de ce qu'ils vont faire. Et la plupart du temps, ce sont des jeunes qui sont très motivés, donc les abandons, c'est rare. En tout cas, moi, j'en connais pas. Ensuite, ce qui pourrait se passer, peut-être qu'un élève aille au bout de son cursus, mais que derrière, il change d'orientation, vu que c'est une double compétence. Ils sont déjà en études à côté, donc ils peuvent s'orienter aussi vers un autre métier, mais en général, c'est rare. Nolan, tu peux nous dire un peu les grandes thématiques de cours, en fait, tu vois, qu'on se dise c'est quoi le parcours et qu'est-ce qu'on y apprend, en fait, et jusqu'où ça va? Genre, est-ce qu'il y a l'art de la comédie? Est-ce que, voilà, la diversité, quoi. Oui, alors dans notre formation de cascadeur, alors les disciplines sont très variées, il y a vraiment beaucoup de choses. Si vous regardez sur le site internet, vous verrez qu'il y a beaucoup de disciplines très variées. Et par rapport à ça, on a mis en place des blocs de compétences qui sont en lien avec le diplôme de cascadeur qui a été créé. Et donc, par rapport à ce diplôme, il y a 6 blocs de compétences. Disons, ce sont les bases, les fondations. On va avoir le bloc qui concerne le combat. Là, à la fois, ça concerne aussi les différents types d'arts martiaux qu'on peut être amené à enseigner. Donc là, on prend des spécialistes, des experts en arts martiaux qui viennent apprendre leur savoir, et ensuite on l'adapte pour la cascade. Donc c'est tout ce qui est arts martiaux, boxe, kickboxing, les arts martiaux indonésiens, japonais, chinois. Enfin ça, c'est vraiment très varié. Et donc il y a un roulement par rapport à l'enseignement là-dessus. Donc il y a le bloc combat. Ensuite on a le bloc des chutes. Donc là ça comprend pas mal de choses différentes. Les chutes d'escalier, les chutes de hauteur, les chutes sur des éléments de décor. Voilà, il y a pas mal de choses également. On a également les percussions. Les percussions là c'est par exemple se faire renverser par une voiture, ce qu'on appelle une percussion humaine avec véhicule. On a le bloc pyrotechnie qui correspond là en fait à effectuer une pyrotechnie, en l'occurrence une torche humaine. Donc être en feu, voilà, là pareil, il y a beaucoup d'applications différentes. Donc ensuite, quand ils passent le diplôme, ils apprennent à le faire en situation de tournage. Après, on a le bloc également qui concerne le câblage et tout ce qui est l'utilisation de cordes, c'est-à-dire ils apprennent la descente en rappel, ils apprennent à effectuer des nœuds aussi, qui va leur servir beaucoup dans leur métier, et l'utilisation de systèmes de câblage. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit dans les films quelqu'un qui est projeté en arrière, qui va traverser un mur, faire des vols, faire différentes figures.
En fait, c'est des actions de cascade, mais amplifiées avec des systèmes de câblage. Donc, parmi tout ça, il y a également des formations annexes où là, on amène, c'est des petits plus qu'on amène dans les formations où les élèves vont être formés, par exemple, à la plongée sous-marine. Ils vont apprendre à faire du parachutisme, travailler avec des armes. Par exemple, là, dernièrement, on a fait de la coupe au katana. Donc, ils ont travaillé avec des katanas réels. Ils ont appris à faire de la coupe. Ça, c'est normalement des choses qu'on fait faire à des experts en arts martiaux. Mais on les amène à ce genre de choses puisqu'ils sont vraiment une formation spécifique par rapport à l'action à effectuer, quoi. Et j'ai vu aussi un truc où, avec les bagnoles, où vous apprenez à rouler sur deux pneus et tout. Enfin, bref, j'ai pas du tout les bons termes, mais tu vois ce que je veux dire, en équilibre, quoi. Donc nous, on est amené à travailler avec les véhicules. En tant que cascadeur physique, nous, on va plutôt soit se faire renverser, sauter d'une voiture en marche, faire des choses comme ça. Et lorsqu'on fait ces stages-là, on fait intervenir aussi des formateurs qui sont des cascadeurs mécaniques spécialisés. Et on fait de l'initiation à nos élèves sur la cascade mécanique. Donc, voilà, faire du deux roues, du dérapage contrôlé, voilà, pour qu'ils puissent aussi toucher un petit peu à ça pendant la formation. Alors, tu disais qu'effectivement, tu obtenais un diplôme à la fin. C'est important que ce diplôme soit reconnu, non, j'imagine. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, au métier, tu vois, ce diplôme reconnu? Alors c'est un diplôme donc de cascadeur professionnel reconnu maintenant mondialement, bien sûr dans toute l'Europe et notamment en France par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle. Mais à l'origine, il n'y avait pas besoin d'avoir un diplôme de cascadeur pour exercer. C'est un peu comme à l'époque, il n'y avait pas besoin d'avoir un diplôme de danseur, de professeur de danse ou d'arts martiaux pour exercer. Et ensuite, on s'est rendu compte avec le temps qu'il fallait un diplôme. C'est à ça que ça sert les études. C'est à éviter de faire des grosses erreurs. Parce qu'il y a tellement aujourd'hui d'accidents en cascade par des gens qui disent « je sais faire, t'inquiète, pas de souci, pas de soucis ». Dès que j'entends ça, je commence à m'inquiéter, moi. Moi, je préfère qu'on me dise, bah tiens là, tu vois, il va y avoir tel point de difficulté. Là, on a ce qu'on appelle les IDP pour nous, c'est indices de proximité, les indices de douleur. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte. C'est très scientifique, c'est très technique. Donc, quand on engage une cascade, on sait exactement où on va, pourquoi, comment, quelles sont les limites à ne pas dépasser, quelles sont les erreurs à éviter, quels sont les points positifs et les points négatifs. Voilà. Et en fonction de ça, on sait où on va. Nous, on a créé ce diplôme d'État. Je vais te le dire pourquoi. Parce que toutes les assurances de cinéma nous ont contactés en disant créez quelque chose. On va terminer l'entretien par les dernières questions et cette phase de conclusion, moi je voudrais la commencer, si tu veux Samir par exemple, je voudrais que tu me racontes ton plus beau souvenir de cascade. Je sais pas si c'est le plus beau souvenir ou la cascade la plus ouf que t'aies faite ou pour laquelle t'as participé. Alors, non, le plus beau souvenir, je veux pas parler de moi je vais parler des élèves, notamment un qui, avant de faire sa cascade, on lui a annoncé qu'il devait faire cette cascade-là, et lui me voir en me disant « Je suis ému, Samir, je pensais pas que vous penseriez à moi pour ça. » Et effectivement, c'était un élève qui avait des difficultés. Et le fait, donc, derrière, qu'il réussisse, en fait, à faire son action, parce que nous, lorsqu'on le sélectionne, on sait qu'il est capable de le faire, mais lui-même ne le sait pas. Et lui-même a eu beaucoup de difficultés pour se hisser à ce niveau. Donc, lorsqu'il a exécuté la cascade et qu'il était content de lui d'avoir réalisé cette action, pour moi, c'était l'un des ça m'a ému moi-même, mais ça m'a ému. Donc, c'est ce que je retiens comme meilleur souvenir. Sinon, les cascades, voilà, j'ai pas de meilleurs souvenirs. Toutes les cascades sont bonnes, hein, sont très bien. Ok. Et toi, Nolan? C'est vrai que, comme dit Samir, les cascades, on en fait tout le temps. Et sachant que, comme l'a précisé aussi Louis-Marc dans l'entretien, on fait beaucoup de recherche et de développement. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne aussi, tout ce côté recherche, développement, création. Et donc, disons les cascades que j'aime le plus, c'est voilà, quand on met en place des séquences d'action où il va y avoir justement beaucoup d'effets spéciaux réunis les uns avec les autres. Par exemple, on avait fait des séquences de cascades où on avait des chutes de hauteur avec des explosions en feu. Après, on a fait d'autres cascades aussi avec des défenestrations, des choses comme ça. Et à chaque fois, on est toujours sur le développement, donc on va essayer d'aller chercher un peu plus loin. Je te coupe, mais rappelle-toi l'immeuble qu'on a fait exploser. Oui, aussi, oui. À l'intérieur, il y avait des gens. Voilà. C'est pour ça que c'est vrai que là, j'ai pas tout qui me revient comme ça. Et je me dis, voilà, c'est tellement naturel pour lui. C'est ça. Alors, de l'autre côté de l'écran, Nolan, sache que c'est pas du tout naturel. Ouais, c'est vrai. Non, mais on garde aussi les pieds sur terre parce que c'est vrai que nous, voilà, quand on fait notre mise en place, on sait que voilà, on va faire telle ou telle chose, mais quand on doit le mettre en place, là, par contre,
on se laisse pas aller dans les mesures, quoi. Mais c'est vrai que voilà, on fait tellement de choses diverses et variées que des souvenirs, j'en ai plein. Et dans tout ce qu'on fait, à chaque fois, c'est un plaisir, quoi. Et c'est vrai que d'amener aussi les élèves à évoluer, voir le résultat de leur travail, c'est vachement plaisant pour nous. Ok. Autre question, Samir. Quelles sont toi tes joies et tes fiertés? Qu'est-ce qui fait que ce métier te plaît autant? Alors mes joies, c'est lorsqu'on a accompli le travail, parce que c'est un challenge, c'est un défi à chaque fois à réaliser, même si c'est des actions souvent les mêmes choses qu'on nous demande, mais dans des contextes réalisés dans des contextes différents à chaque fois en fonction d'une histoire, d'un lieu, d'un décor. Donc on va se mettre au travail sur un objectif bien précis. Et c'est vrai que tout ce cheminement, on passe par plein de rebondissements, il y a plein de suspense durant tout ça, et on travaille en équipe. Et à la fin, lorsque on a réussi, lorsque donc la cascade s'est déroulée correctement et en toute sécurité, on a le résultat spectaculaire, on est content. Et oui, ce qui me procure de la joie, oui, c'est aussi lorsqu'on fait ça en public, c'est les réactions des gens, les enfants qui sont contents, voilà. Ouais, c'est vraiment la notion de spectacle et de procurer de l'émotion, quoi. Bon, alors et du coup, Nolan, à l'inverse, les difficultés pour toi de ce métier, c'est quoi en quelques mots? Les difficultés, c'est de disponibilité, c'est-à-dire faut être tout le temps à fond. Après, c'est quelque chose, c'est-à-dire à partir du moment où on accepte de faire ça, on est engagé déjà. En plus, on fait une passion. Enfin, c'est un peu comme ce que disait Samir, c'est-à-dire que quand on a un projet, c'est un challenge. Donc forcément, il y a des difficultés. On sait qu'elles sont là, mais on les surmonte. On trouve toujours des solutions. Et après, quand le résultat est là, effectivement, là, c'est vraiment plaisant de voir qu'on a réussi. On était parti au départ, on s'est dit que ça allait être un gros challenge, ça va être compliqué. On sait qu'on va avoir plein de difficultés. Mais une fois que c'est fait, là, on est super content, quoi. Ouais, c'est relever le challenge, quoi. Ok, génial. J'ai la tradition, en fait, de terminer tous mes interviews en demandant à mes invités de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Est-ce que vous y avez réfléchi? J'aime bien Samir, il ouvre les grands yeux. Tu n'y as pas réfléchi? On va y réfléchir, on va donner nos trois idées. Ah ouais, du coup, je me retrouve avec 3 challenges. Je me suis fait avoir sur cette interview-là. N'oublie pas qu'on travaille en équipe, hein. Donc tu vas avoir 3 avis. Allez, vas-y, j'accepte le défi. Vas-y, tu veux commencer, Samir? Non, je veux pas commencer justement. Ah, t'as pas d'idée encore. Bon, qui veut commencer alors? Moi, je te dirais le métier de cordiste. Ah yes, pas mal ça. Ok. Tu n'en as pas encore déjà parlé, donc c'est-à-dire ceux qui font des travaux sur corde en descendant en rappel de différentes façons. Là, pareil, tu as beaucoup de variétés dans ce métier, tu pourras trouver, je pense. Merci Nolan. Ça va, c'est pas trop compliqué. Oui. Je devrais pouvoir trouver. Là, tu vas trouver facilement, je pense. Ouais, ça devrait aller parce qu'il y a des fois, je te jure, j'ai des défis qui sont bien plus costauds. Bon, Louis-Marc, du coup, t'as réfléchi à une idée? Ah oui, depuis longtemps. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, je sens que ça va être plus pénible. Vas-y. Donc, moi, je te lance le défi, Julie. On parlait tout à l'heure, en préambule et en tout début d'émission, nous parlions donc du métier de l'ombre, du cascadeur. Eh bien, moi, je te lance le défi d'aller dans un autre métier de l'ombre qui s'appelle les services secrets. Donc, tu vas trouver un agent des services secrets sur le département Action, le service secret, service Action, donc de tout ce qui est opérationnel et tout ce qui est donc lié à la défense intérieure et la défense extérieure. Et ouais, facile. Tu peux trouver un agent des services secrets qui acceptera de te parler. Alors pour cela, tu peux aller rue du Gommier à la DGSE qui te donneront peut-être quelques informations. Tu connais même pas, tu n'as même pas un contact à me donner, quoi. Je me débrouille, quoi. Ah ben non, si ce serait trop simple. Bon, ok, je me débrouille, quoi. J'ai bien senti qu'il fallait que je me débrouille. Hein. Ok, Samir, t'as intérêt à être sympa, Samir. Tu me trouves un métier facile, s'il te plaît. Berger. Non, je l'ai déjà fait, ça. C'est encore plus facile, je l'ai déjà fait. Non, j'ai déjà fait berger. C'est vraiment... Égoutier, les gens qui sont dans les égouts. Ah, et ça s'appelle les égoutiers? Ouais. Ah, pas mal. Là, tu vas être extrêmement étonné. Il y a des choses, c'est un truc de malade mental. Tu verrais. Ah mais c'est pas mal, c'est super bien comme métier. Et quelque part, c'est aussi un métier d'ombre. Le contact, c'est la ville de Paris. Ah
Alors, merci de m'ouvrir ton carnet d'adresses. Je suis vachement touchée. Non, je vais pas te lâcher. Non, mais c'est que t'as des contacts. Là, je veux bien agent secret, je me débrouille. Mais Goutier, peut-être que tu pourras me trouver un contact. Non, mais c'est super. C'est des super métiers. Merci pour tout, parce qu'on a grave dépassé. Mais vraiment. C'était avec plaisir, en tout cas. Voilà. Donc, bon appétit, parce qu'il est super tard. Et puis, vraiment, merci de votre présence à tous les trois. C'est super, encore plus riche, des interviews comme ça. Donc, c'est top. Merci à toi, Julie. Merci, Julie. Merci, Julie. Et puis, en tout cas, à très bientôt. Puis, n'hésite pas de revenir vers nous quand tu veux. Ce sera avec grand plaisir. Alors, pas pour faire des cascades, jamais de la life, mais jamais, même pas en rêve. Moi, je regarde ça de très loin, même pas en casque virtuel, c'est pour te dire. J'ai quand même fait faire des cascades à Marthe Villalonga. Ouais, mais peut-être qu'elle était plus courageuse que moi. Donc, sûrement autant sportive que moi, ça c'est sûr. C'est-à-dire pas. Mais alors, pas courageuse du tout pour dessous. Génial, merci pour tout. Merci, c'était super Julie. cool. Merci, Et à très bientôt, en tout cas. Ouais, à bientôt, merci beaucoup. Merci. Au revoir, Julie. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura autant passionné que moi. Alors pour rentrer en contact et découvrir l'école Action Training Production, rendez-vous sur leur site internet www.actiontraining-prod.com. Alors si tu veux donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité vraiment à ce super métier, n'oublie pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, s'il te plaît, fais du bruit. Parle-en à ton entourage, poste sur les réseaux sociaux, parle-en si t'as un voisin, une tante, une amie, n'importe, journaliste, surtout parle-en s'il te plaît. Bref, aide-nous à faire voyager le podcast. Je te dis à dans 15 jours pour la découverte d'un nouveau métier et puis d'ici là, vraiment, je te souhaite de très très belles semaines. À plus, ciao!